destin freiné, mais qui est un personnage que j'aime beaucoup pour ma part dans l'histoire de la pédagogie, qui est un personnage très atypique, qui s'appelle Albert Thierry. Alors Albert Thierry est né en 1881, il est mort dans les tranchées de l'Artois en 1915 comme simple soldat. C'est pas rien, il sortait pourtant de l'école normale supérieure de Saint-Cloud. Il aurait dû être officier, mais Albert Thierry avait théorisé cette idée du refus de parvenir. Par solidarité avec la classe ouvrière et paysanne, il ne voulait pas devenir officier, il ne voulait pas parvenir, comme il disait Albert Thierry. C'était un homme féru de littérature, c'était un homme très engagé, il a travaillé avec Charles Péguy au Cahier de la Quinzaine, c'était un homme qui adorait la grande culture française et qui est nommé jeune instituteur dans un cours complémentaire à côté de Paris, vers Meaux, un cours complémentaire dans une petite ville où il y a essentiellement des paysans. Et il arrive bardé de diplômes, il arrive surtout avec son amour de la culture et de la littérature. Et pour lui, le grand poète, le grand écrivain français, c'est évidemment Victor Hugo. Et il y a une scène tout à fait étonnante que Albert Thierry décrit dans un de ses livres, dans son livre de mémoire, qui est magnifique, qui s'appelle « L'homme en proie aux enfants ». « L'homme en proie aux enfants », c'est un titre superbe. Il y a une scène étonnante dans laquelle Albert Thierry nous raconte une de ses mésaventures, et vous allez voir qu'elle n'est pas très éloignée de ce que Witold Gombrowicz nous a décrit avec Galkiewicz et le grand poète polonais que nous connaissons tous et adorons, Jules Slowacki. Inutile de vous dire que je ne sais pas qui est Jules Slowacki, et je ne sais même pas si c'est un vrai poète ou s'il a été inventé pour les besoins du roman. Alors, Albert Thierry arrive devant sa classe, et pour lui, le summum de la culture française, le summum de ce qu'il veut apporter à ses élèves, c'est la grande littérature, et la grande littérature est incarnée à ses yeux par le plus beau texte de Victor Hugo, par Les Misérables. Et alors il se dit qu'il va gagner l'estime de sa classe, de ces jeunes fils de paysans qui sont là devant lui, en expliquant à chacun de ses élèves eh bien, les scènes les plus fortes et les plus emblématiques de ce roman magnifique, Les Misérables. Et il commence à lire Les Misérables. Au fur et à mesure qu'il lit, il s'aperçoit d'abord que les élèves ne sont pas aussi attentifs qu'ils le voudraient. Et puis ça tourne relativement mal, parce qu'il se met à leur lire un texte un peu compliqué, un peu difficile. Pour ceux qui connaissent Les Misérables, c'est le texte de Jean Valjean qui vient d'apprendre que quelqu'un a été arrêté à sa place, qui s'appelle Champmathieu, et qui se demande s'il va aller se dénoncer. S'il se dénonce, il abandonne Cosette, et s'il ne se dénonce pas, il laisse condamner Champmathieu. Donc il y a un passage qui s'appelle « Tempête sous un crâne », dans lequel Jean Valjean se dit « Qu'est-ce que je fais ? Dans les deux cas, je fais du tort considérable à quelqu'un, si je garde Cosette et si je m'occupe de Cosette, comme je l'ai promis à Fantine, eh bien, Champmathieu sera condamné à ma place. Mais si je vais me dénoncer pour sauver Champmathieu, eh bien, la petite Cosette sera abandonnée et je ne tiendrai pas ma promesse à l'égard de Fantine. » Et donc, à ce moment-là, Jean Valjean se met à rêver. Et il a un rêve un peu ésotérique, un peu étrange, et Albert Thierry lit cela à ses élèves. Ah, ça se passe très très mal, parce que ses élèves se mettent immédiatement à se moquer de lui, et à se moquer de lui d'une manière ouverte, tant et si bien que le pauvre Albert Thierry en est complètement pétrifié, et il continue à lire, et puis il est là, face à des élèves. Il est tellement pétrifié qu'il ne s'aperçoit pas que ses élèves quittent la classe un après l'autre et qu'à la fin de sa lecture, eh bien, ils sont tous derrière les fenêtres à lui faire des grimaces et à se moquer de lui. Et tous pleuraient de rire, conclut-il. Moi, je souffrais, j'étais humilié, je plaignais la beauté. Et on a là quelque chose qui est très consubstantiel du vécu de beaucoup d'enseignants. Beaucoup d'enseignants qui se sont engagés parce qu'ils aiment ce qu'ils enseignent, parce qu'ils aiment enseigner l'histoire, la géographie, le français, les mathématiques, et qui se trouvent face à des élèves
qui ne sont pas nécessairement mobilisés par ce qu'ils enseignent et qui souffrent de voir un savoir qu'ils aimeraient pouvoir transmettre, parfois refusé, parfois moqué, parfois même considéré comme nul et non avenu. Et ce que nous apprend ici Albert-Thierry dans cette histoire, c'est qu'il y a dans l'aventure pédagogique, dans toute pédagogie, une forme de résistance. Une forme de résistance, y compris au sens un peu électrique du terme, hein, c'est-à-dire que la transmission, on parle de transmission électrique, eh bien, elle résiste parce que l'autre ne désire jamais exactement ce qu'on voudrait, exactement au même moment, exactement comme on le voudrait. Et s'il y en a quelques-uns qui désirent ce qu'on veut au moment où on veut, comme on veut, quand on veut, il est rare que tous soient à l'unisson dans ce désir-là. Et donc, quand on est en face d'une classe, eh bien, on est en face d'une multitude d'individus, de sujets, d'élèves, dont on ne sait pas exactement où ils vont aller, ce qu'ils veulent et ce qu'ils vont retenir de ce que je vais leur dire. Alors bien sûr, moi qui suis enseignant, moi qui suis éducateur, je veux leur bien. Et en plus, moi j'aime l'histoire, les mathématiques, la philosophie, la géographie, tout ça, et donc j'ai envie de leur transmettre, et c'est normal, ce que je crois, ce que je sais, et ce que je veux pour eux, et qui est leur bien. Et c'est pour leur bien. Et comme j'ai envie de leur transmettre cela pour leur bien, eh bien, je souffre de cette résistance qu'ils opposent à quelque chose qui pourtant est pour leur bien. Et nous sommes probablement là dans quelque chose d'assez fort, d'assez consubstantiel. Je l'ai appelé dans mes travaux le moment pédagogique. C'est le moment où la transmission, on sent qu'elle peut passer, mais elle ne passe pas vraiment, où on passe un peu à côté, où les autres sont là, où les élèves sont là, mais où, tout en étant en principe disponibles, eh bien, ils ne sont pas totalement attentifs et capables d'entrer dans ce qu'on leur transmet. Alors, il nous faut entendre cette résistance-là. L'entendre, la comprendre, non pas la briser. La briser, ça n'est pas possible, parce que si on brise le sujet, eh bien, on brise celui qui, précisément, est celui dont on a besoin pour s'approprier ce savoir. Donc, on ne va pas la briser, on va l'entendre, on va essayer de la comprendre, on va essayer de l'apprivoiser, on va essayer d'entrer dans quelque chose d'étonnant, de nécessaire, qui est sa capacité à désirer, apprendre. Et c'est là où, bien sûr, nous sommes de plein pied dans ce qui a constitué un des points de départ fondamentaux de la pédagogie d'Élise et de Célestin Freinet,